Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présent à cette nouvelle rencontre organisée par l'association Réseau Gauline France et qui sera consacrée particulièrement ce soir à la cancérologie vue par la médecine chinoise. Nous lisons euh, ou entendons aujourd'hui beaucoup de choses inexactes, très approximatives, voire totalement erronées sur la médecine chinoise, ainsi que sur les arts énergétiques et martiaux chinois, comme le Qigong. Et la plupart de ces approximations, de ces inexactitudes ou de ces erreurs sont très souvent liées au fait que ceux qui les propagent ne lisent pas le chinois et encore moins le chinois médical et ne font en finalité que répéter les bêtises qu'ils ont eux-mêmes lues ou entendues. Eh bien, notre objectif ce soir sera donc d'apporter un regard le plus professionnel, le plus scientifique possible concernant ce que la tradition médicale de la Chine ancienne nous dit à travers ces textes classiques de cette maladie qu'est le cancer. Et pour nous accompagner dans cette exploration, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Sionneau. Alors, Philippe, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Réseau Gauline France. Je vais brièvement te présenter. Tu es avant tout un clinicien de la médecine chinoise, puisque tu exerces un cabinet privé en principauté d'Andorre. Tu es auteur de près de 40 ouvrages en lien avec la médecine chinoise, que tu étudies depuis plus de 30 ans. Et tu es enfin un formateur au sein de l'Académie supérieure de médecine chinoise, dont tu es aussi le fondateur. Alors, si c'est à toi que j'ai fait appel pour nous parler plus spécifiquement de cancérologie en médecine chinoise, même si, comme tu me l'as dit, tu me l'as précisé, tu n'es pas un spécialiste en oncologie, c'est déjà parce qu'on se connaît depuis pas mal de temps maintenant, et puis surtout parce que tu es l'un des rares Français à lire le chinois médical à partir des sources classiques anciennes. Et cela, pour moi, cela change beaucoup de choses en termes de traitement professionnel de l'information. Avant peut-être de commencer tes questions, je voudrais te remercier pour l'invitation ce soir, pour me permettre de partager un peu cette passion en commun que nous avons sur un thème un peu particulier, mais qui justement est important de mettre en avant. Merci au réseau Colline France de m'inviter sur ce sujet-là, car je pense qu'en effet, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'ignorance au sujet de la médecine chinoise, ce qu'on peut en faire, ce qu'elle peut amener aux gens qui souffrent. Et je pense que c'est important de communiquer, et de tenter d'amener des informations justes sur ce sujet, quoi. Donc je te remercie vivement de nous avoir connectés avec cette belle assemblée. Je vois qu'il y a plein de supporters de l'ASMC, de la FSA qui sont ce soir avec nous. Donc je vous remercie aussi, les amis, et merci à tous les autres que je ne connais pas encore. Première question, elle est déjà, elle est simple, mais elle va nous amener dans le vif du sujet. Euh, le concept de cancer et de masse tumorale, est-il connu de la médecine chinoise et si oui, depuis quand? Oui. Alors écoute, c'est très simple. Le concept de cancer de masse tumorale est non seulement connu de la médecine chinoise, mais il dispose en fait d'une traçabilité écrite de plus de 3000 ans. Donc ça date pas d'hier. Si le terme moderne cancer, qui se dit en chinois Haicheng, c'est un terme, une terminologie d'une standardisation récente. Mais la conceptualisation clinique et physiopathologique des tumeurs solides et des proliférations malignes est documentée depuis au moins l'Antiquité chinoise. Alors d'abord, on trouve des traces de cette notion de tumeur dans l'observation des masses, les écritures anciennes. En fait, les écritures anciennes, au départ, c'était pas sur du papier de riz, des choses comme ça, des calligraphies. C'était des inscriptions sur les os, les carapaces, de tortues.
ce qu'on appelle les Tianhuan, ça date d'à peu près de 1300 ans avant Jésus-Christ. Et on retrouve justement sur ces, on va dire, ces, ces- ces matières, je sais pas comment dire, ou en tout cas ces preuves, comment dire, archéologiques, qu'on parlait en fait de la notion de tumeur, Liu, il y a plus de 1300 ans avant notre ère. Donc c'est très très ancien. D'accord? Et en fait, bon, ça c'est le plus ancien. Après, si on veut rentrer dans quelque chose de plus historiquement plus fiable, ben, c'est dans le Wantin Edging. Le Wantin Edging, c'est le texte, si vous voulez, fondateur de la médecine chinoise classique. Alors lui, il s'est développé à peu près au deuxième siècle avant notre ère, en sachant qu'après il s'est développé, enfin, il s'est vraiment développé comment dire, définitivement, comment dire, écrit sur plusieurs siècles. Ouais, ça n'a pas été un seul auteur, à un moment donné, qui a fait une seule écriture. Il y a eu sans doute plusieurs siècles de, de- de raffinement de ce texte. En tout cas, dans ce texte fondateur, on ne mentionne pas le terme habituel de cancer, qui est high, d'accord? Mais il consacre de nombreux chapitres en fait à la description minutieuse, à la pathogénèse et au pronostic des masses, d'accord? Qui, lorsqu'on on les regarde de près, sont des descriptions en fait de masses tumorales. Alors, on parle notamment des masses qu'on appelle Changxia, qui sont des masses fixes, palpables, douloureuses, qui en général sont liées à des troubles du sang, d'accord? Et donc c'est, comment dire, comment dire, ça c'est un des aspects, et c'est ce qu'on appelle dans Chengxia l'aspect Cheng, qui est de nature yin, d'accord? Et puis il y a un deuxième type, qui est le Chia de Chengxia, qui sont des masses mobiles, changeantes, liées au Qi, d'accord? Et qui sont localisées, ces deux types de masses sont localisées généralement dans l'abdomen. D'accord? Il y a un deuxième type de terminologie qui est décrite dans ce texte, c'est la notion d'accumulation. Alors, c'est les Tichu, désolé pour le chinois, et en fait, il y a deux types. C'est les accumulations fixes, qui sont Qi, qui généralement sont des accumulations qui se portent sur les organes. Là encore, c'est plutôt lié au sang. Quand on dit au sang, on verra un petit peu plus tard, c'est plutôt la notion de stase de sang. On expliquera un petit peu plus ce que c'est. Et ensuite, il y a comment dire, d'autres formes, comment dire, d'accumulation qui sont beaucoup plus fluctuants, c'est-à-dire ils apparaissent, ils disparaissent. Et ça, c'est les tu, qui eux concernent plutôt un autre type d'organes. Les premiers, c'était ce qu'on appelle les organes tsang, et là, c'est plutôt les organes fu. Il y a deux types d'organes, si vous voulez, dans la vision de la médecine chinoise. Et les tu sont associés plutôt à ces organes, qu'on appelle les organes fu, liés plutôt au qi, ou à un déséquilibre de qi. Donc, c'est un petit peu similaire, comment dire, au premier type de, de description, les Chengxia, mais le lieu est un peu différent. Les Tichu peuvent se manifester un petit peu partout dans le corps. Et il y a un autre terme aussi qui est utilisé dans le Neijing qui est Shizhou, qui veut dire littéralement, ça va pas faire beau, mais c'est les chairs excédentaires ou les chairs en excès, d'accord, qui désignent les polypes, les excroissances ou néoplasies. D'accord? Donc ça, c'est les, les- les- comment dire, les références les plus anciennes. Après, bien sûr, il y a eu, tout au long de l'histoire de la médecine chinoise, une évolution, un développement autour de ce concept de cancer. Notamment, ça s'est fixé sur la dynastie Song, Yuan et Ming. Et sous la dynastie Song, par exemple, donc c'est 11e, 13e siècle, c'est à ce moment-là que le terme spécifique associé au cancer moderne émerge de manière explicite. D'accord? Donc c'est voilà, 12e, 13e siècle, c'est plus récent, mais à notre époque, je ne pense pas qu'au 12e, 13e siècle, on parlait déjà de notion de cancer. Peut-être, c'est possible, mais j'en suis pas certain. Je parle en Europe. Donc à l'origine, les cliniciens ont utilisé le caractère IN, qui signifie, dans un premier temps, la notion de roche, de falaise, de cratère rocheux, pour décrire en fait l'aspect physique des tumeurs malignes avancées, hein, notamment le cancer du sein, le cancer de la peau ou des ganglions. Parce qu'il y a des phases, lorsque c'est pas soigné, il y a des phases où vraiment ça ressemble à une espèce de, comment dire, de, de cratère rocheux, tel que c'est décrit par le terme yen chinois, en chinois. Donc ces masses étaient décrites comme dures, immobiles, nodulaires et incurables.
qui, vers la fin, finissait par s'ulcérer comme un terrain rocheux accidenté. Moi, j'ai déjà vu dans ma pratique ce que ça faisait hein, pour une personne qui avait refusé les chimiothérapies, les chirurgies, etc. Et j'ai vu ce que c'était et c'est pas beau à voir. Donc, ce qu'ils ont vraiment décrit, c'est vraiment, on est sûr et certain que c'est vraiment la notion de cancer. Après, il faut savoir que si ça vous intéresse, que c'est un certain nombre de textes euh, ont développé, enfin, ont décrit, comment dire, ces cancers de manière très très précise, notamment, comment dire, dans le Weisheng Pao Tian, qu'on pourrait traduire par miroir précieux de l'hygiène. C'est un ouvrage qui a été écrit en 1280, donc 13e siècle par un médecin, et c'est l'un des premiers textes à utiliser explicitement le terme hai pour désigner une tuméfaction maligne, soulignant en fait sa nature agressive, sa toxicité profonde, etc. Il y a une autre référence très connue qui est le Waike Cheng Tong, qui veut dire la véritable tradition de la médecine externe ou de la chirurgie externe, on pourrait traduire aussi. Et cet ouvrage de petite chirurgie externe offre une description clinique saisissante du cancer du sein qui préfigure vraiment la cancérologie moderne. Hein. Je vous cite un petit peu ce que dit ce texte. Bon, c'est un petit peu technique, mais vous verrez, le reste de la conférence sera un peu plus, comment dire, moins technique, je vous promets, mais là, on est obligé de montrer que ces, 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 enfin, ces références au cancer viennent de quelque part. C'est pas simplement une idée personnelle de Philippe Sionneau ou de quelqu'un d'autre. Il y a vraiment une réalité historique. Donc ce dernier texte dont je vous parle, il disait, écoutez bien, c'est très intéressant pour ceux qui connaissent un peu le cancer. Voilà ce qu'il nous dit. Au début, cela ressemble à un noyau de prune. Là, il décrit le cancer du sein. Il nous dit, au début, cela ressemble à un noyau de prune ou de jujube, non douloureux et non rouge. Après quelques années, la masse grandit, devient dure comme de la roche, puis s'ulcère, s'effondre comme un cratère, dégageant une odeur fétide. À ce stade, la guérison est difficile. D'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment une description très, très, je dirais, classique, je dirais, de l'évolution néfaste du cancer du sein s'il n'est pas traité. Voilà, j'espère que j'étais pas trop technique. Je vous promets que je vais tenter d'être plus, comment dire, moins technique que ça pour les autres questions. Et en même temps, c'est la réalité de la cancérologie, hein. Donc, effectivement, on est obligé, en tout cas, notre intention première, c'était aussi de nous adresser donc soit à des praticiens, soit à des gens malades pour expliquer vraiment ce qu'était et ce qu'est la cancérologie en médecine chinoise. Donc, effectivement, ben, on utilise le chinois pour parler du chinois. Donc, merci Philippe. Pour résumer, donc très brièvement, hein, pour nos internautes, tu rapportes donc que la médecine chinoise observe et conceptualise hein, les tumeurs depuis plus de 3000 ans, dès le XIVe siècle avant Jésus-Christ, hein, depuis les premières traces écrites parlant des fameuses lius des tumeurs, jusqu'aux descriptions très précises de masses dures et malignes, comparées donc à de la roche. Cette précision donc m'amène justement à ma deuxième question, à savoir est-ce que les textes anciens distinguent les différentes formes ou catégories de cancer? Alors oui, et de manière extrêmement précise. Donc il faut comprendre que les anciens cliniciens chinois avaient vraiment travaillé sur le sujet. Alors bien entendu, ils n'avaient pas disposé d'outils d'imagerie ou d'analyse histologique des tissus cellulaires, d'accord, comme on l'a aujourd'hui. Donc ils ont développé un système de classification rigoureux, mais basé sur la localisation anatomique, la texture palpatoire, le comportement aussi dynamique, comment dire, des tumeurs. D'accord? Puis l'observation, tout simplement. Hein. Alors bien sûr que c'est pas aussi détaillé que l'observation de la médecine conventionnelle au niveau du cancer, qui est extrêmement précise, mais c'est déjà à l'époque où ça a été fait assez impressionnant de précision. Et dès la fin de la dynastie Han, alors la fin de la dynastie Han, c'est 200 ans après notre ère, si vous voulez, d'accord? Et après, tout au long des dynasties Song, Yuan, Ming, ben, les traités de médecine interne, ce qu'on appelle Neike, ou de médecine externe, Weike, qui intègre une notion de petite chirurgie, si vous voulez, mais pas que,
Eh ben, ces textes-là ont répertorié les pathologies oncologiques, d'accord, sur une taxonomie ou une nosographie, comme vous voulez, bien distincte. D'accord? Donc d'abord, il y avait une classification par l'aspect physique et la consistance. Les textes anciens, en fait, classaient souvent les masses superficielles et semi-profondes selon ce que le doigt du praticien pouvait percevoir, anticipant la distinction moderne entre tumeurs bénignes et malignes. D'accord? Donc ça, c'était intéressant. Et notamment, ils ont parlé des tumeurs de la pierre ou de pierre, Shuyen, d'accord, qui sont décrites comme dures, totalement immobiles, ancrées profondément dans les tissus, indolores au début, puis extrêmement douloureuses plus tard. Et ça correspond en fait au carcinome avancé, au sarcome, aux métastases ganglionnaires dures, par exemple. Il y avait aussi, ils ont décrit aussi ce qu'ils appelaient les tumeurs de chair, qui, qui sont des masses plus molles, de la consistance du muscle, et ce développement dépend des tissus mous, hein, souvent assimilés aujourd'hui aux lipomes, aux fibromes, aux sarcomes des tissus mous. Il y avait également les tumeurs des tendons, tinuo, qui sont des masses noueuses, sinueuses, suivant le trajet des vaisseaux, des méridiens, des tendons, hein, qui sont souvent, en fait, ils étaient souvent associés en fait aux ganglions, d'accord? Ou ça peut décrire aussi certaines varices majeures. Alors, c'est pas des tumeurs, mais c'est dans leur classification, certaines varices étaient aussi classifiées dans les tumeurs. Et c'est vrai que quand on regarde parfois certaines varices vraiment très développées, ça peut ressembler à des masses comme ça, comment dire, tumorales. Après, on parle aussi des tumeurs de sang, suelio. C'est des excroissances de couleur pourpre ou rouge qui sont promptes au saignement. C'est notamment les hémangiomes ou les angiosarcomes, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est un premier type de classification. Un deuxième type de classification, c'est par localisation anatomique. C'est les grands yen. Yen, ici, ça veut dire cancer. Et les traités de médecine externe chinoise, notamment le Weike Cheng Tong, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, qu'on pourrait traduire par le titre de ce texte, c'est euh, La véritable tradition de la médecine externe, donc a été publié en 1617. Et donc, ces ouvrages, notamment celui-ci, ont individualisé, si vous voulez, des entités cliniques correspondant parfaitement aux organes, au cancer des organes les plus accessibles par l'observation. Et notamment, le premier, qui a été un de ceux qui a été le mieux, je dirais, décrit, c'est Zhu Yan, c'est le cancer du sein. D'accord? C'est vraiment le cancer le plus documenté dans les textes chinois, euh, très clairement. Et en fait, les textes distinguent ces phases avec une clarté aussi assez saisissante, hein. On parle de la phase initiale, nodulaire indolore, hein, le fameux noyau de prune, la phase de fixation cutanée, la peau d'orange ou crête de coque, la phase terminale avec l'effondrement ulcératif exsudant avec un pus fétide. Voilà, donc bref, c'est pas rigolo, mais voilà, c'était quand même très bien décrit. Après, on parle aussi de Cheyenne, qui est le cancer ORL, en fait, tous les cancers qui sont au niveau du cou. Et on l'appelle aussi un autre terme qui est Sherong, qui signifie littéralement la perte de la splendeur, parce que ça décrit l'aspect flétri du visage et du cou des patients atteints de tumeurs ganglionnaires cervicales, de cancer de la thyroïde, du nasopharynx, qui sont associés à souvent un amaigrissement très important avec une fonte musculaire globale. D'accord? Un autre type de cancer bien décrit, c'est celui de la langue. Cancer de la langue chez IN, qui est décrit comme une ulcération ou une excroissance de la langue qui ressemble à un champignon ou une texture rocheuse, empêchant la déglutition et la parole, avec un pronostic généralement très sombre. D'accord? Un autre, Yann Kang, qui est le cancer du rectum ou de l'anus, identifié par des masses obstruant le passage des selles, avec des douleurs locales intenses et des saignements des saignements de sang noir et de pus fétide. Alors, tout ça n'est pas très rigolo, mais c'est la description du réel, hein. On peut pas échapper. Il y a aussi une classification des cancers internes, donc ce qu'on appelle les organes internes, les tsangfu, d'accord? Donc pour les organes profonds, les médecins se basaient plus sur les perturbations fonctionnelles majeures combinées à la palpation abdominale pour justement sentir les fameuses
masse abdominale dont on parlait tout à l'heure, les Chengxia, les Tichu, hein, d'accord? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail car c'est très technique, ça risque d'ennuyer tout le monde, mais sachez qu'il y avait, voilà, par rapport comment dire, à la perturbation des fonctions des organes, plus les palpations, on disait, voilà, c'est tel organe ou tel organe qui était touché par ce type de pathologie. D'accord? Une autre chose intéressante, c'est qu'ils avaient aussi fait une classification entre les cancers bénins et malins. D'accord? La médecine chinoise classique utilisait le concept de Xun, qui veut dire favorable, évoluant dans le bon sens physiologique. D'accord? Et Ni, non, Ni, qui est plutôt défavorable, rebelle, qui va dans le sens contraire du courant, on va dire. Et ça pour catégoriser la trajectoire de ces masses, c'est-à-dire une masse qui restait mobile, non douloureuse, sans altération de l'état général, d'accord, sans atteinte, si vous voulez, de ce qu'on appelle en médecine chinoise du qi régulier, d'accord, sans euh, comment dire, changement dans le teint du patient, etc., bah, c'était classé comme un cancer bénin, ou traitable en tout cas, c'est Shun, d'accord, qui va dans le sens du courant. Et puis, par contre, en revanche, une masse qui devenait adhérente, dure comme la pierre, accompagnée d'un teint terreux, d'un pouls irrégulier, un pouls seux, et d'une perte de poids rapide, bah, était classée d'emblée dans des catégories de cancer malin, c'est Ni, et souvent avec beaucoup plus de difficultés à pouvoir le traiter, voire même le considérer comme incurable. Voilà. Merci Philippe, c'est fascinant en fait de voir une telle précision clinique en fait, hein, aussi tôt dans l'histoire, et ce sans aucune imagerie moderne, hein. Les anciens médecins classaient donc déjà les tumeurs par le toucher, hein, comme les masses dures, ou par leur localisation anatomique, tu l'as précisé, comme le cancer du sein ou le cancer de la gorge. Et il faisait donc même une distinction, hein, entre l'évolution bénigne ou maligne des tumeurs. Cette classification clinique, en fait, m'amène tout naturellement à t'interroger sur l'origine de ces masses. Les textes classiques identifient en fait trois types de causes de maladie, d'éthiopathogénie, comme on dit, les causes dites internes, les causes dites externes et les causes dites ni internes ni externes. Euh, Qu'en est-il donc de ces trois causes originelles concernant plus précisément les cancers? Autrement dit, euh, comment est-ce que les classiques anciens décrivent la formation des cancers ou le processus de cancérisation, la cancérogenèse? Ok, super question. Là, on va rentrer peut-être dans quelque chose de plus abordable et de moins technique et de très intéressant. Alors d'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a différentes théories concernant l'étiologie et la physiopathologie du cancer en médecine chinoise. Et je vous rassure, c'est la même chose en médecine occidentale. Tout le monde n'est pas d'accord sur les processus. Bon, il y a souvent une idée qui domine, mais il y a des variations. Ensuite, pour les anciens cliniciens chinois, le processus de cancérisation n'est jamais le fait d'un facteur unique. Il s'agit plutôt d'une convergence pathologique où les causes initiales, internes, externes ou ni externes ni internes, lèsent, ni internes ni externes, lèsent ce qu'on appelle le qi régulier, le cheng qi, déclenchant à ce moment-là une cascade de stagnation qui finissent par se matérialiser en masse maligne. Alors, si on veut reprendre le processus le plus généralement admis, mais encore une fois, sachez qu'il en existe des variantes, on va dire. Si on veut parler de ce processus, l'apparition du cancer n'est pas instantanée. D'accord? Elle résulte d'une chronicité qui suit une séquence physiopathologique précise. D'abord, il y a des facteurs déclencheurs. Ça peut être des émotions, des climats, une alimentation, des traumas, des mauvaises hygiènes de vie. D'accord. Ça peut être aussi un terrain, une constitution. Il y a des facteurs déclenchants. Ensuite, ces facteurs déclenchants
peuvent favoriser une stagnation du qi. Donc ça, c'est la phase fonctionnelle. Rien n'est encore perceptible réellement, mais c'est un début comment dire, de production de la maladie, de développement de la maladie. Et cette stagnation de qi va favoriser quoi? Une stase de sang, puisque dans le corps, c'est le qi qui fait circuler le sang. La vie, c'est le mouvement. Dans la vision chinoise, le corps humain, il est en perpétuel, comment dire, mouvement et transformation. Et c'est l'énergie, le qi, qui fait circuler notamment le sang qui va nourrir les différentes parties du corps. Donc si le qi stagne, le sang à ce moment-là va stagner aussi, ce qu'on appelle une stase de sang. Mais quand le qi stagne, il peut aussi faire stagner les liquides physiologiques du corps, qui vont à ce moment-là se densifier, s'accumuler et se transformer en mucosité. Ça, c'est la phase de densification. Parce que quand on est encore au niveau de la stagnation du chi, c'est subtil, c'est encore très rattrapable, quoi, traitable. Là, quand on est déjà dans cette phase de stase de sang, d'accumulation de mucosité, de densification, là, on commence déjà à faire de la tumeur, hein, d'accord? Et ensuite, ça débouche sur quoi? Eh bien, ces stases de sang, ces stagnations de chi, ces stagnations de mucosité vont amener à ce qu'on appelle une transformation en toxicité cancéreuse. Haitu, là, c'est le côté malin. Là, on est dans la malignité où voilà, ce sera un petit peu plus compliqué à traiter. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, cette toxicité cancéreuse va épuiser le chi régulier. Le chi régulier, c'est quoi? C'est l'ensemble des chi qui favorisent le bon fonctionnement du corps, pour faire simple, d'accord? Eh ben, quand vous avez ce chi fondamental, cette vitalité fondamentale qui est épuisée, ben ça, c'est la phase terminale, c'est l'amaigrissement, la perte de la vitalité jusqu'au décès, quoi. D'accord? Donc, si je reprends les phases clés, vous avez la phase initiale, euh, le blocage. C'est le chi qui stagne sous l'effet des émotions ou du mode de vie ou mille autres choses. Hein, le mouvement des fluides ralentit. La deuxième phase, c'est la phase intermédiaire, c'est la densification. Le chi ne propulsant plus le sang, une stase de sang s'installe. En parallèle, les liquides non transformés deviennent des mucosités, ce qu'on appelle les tan en chinois. Et ces mucosités, les mucosités s'en forment et la stase de sang, donc c'est quelque chose de très matériel, s'entrelace. Il y a une notion voilà, d'association, ça s'entrelace, ces deux facteurs pathogènes. Et c'est le moment où la masse devient palpable. Mais à ce stade, ça peut être encore réversible. D'accord? C'est ça qui est intéressant. La troisième phase, c'est la phase de malignité, de la mutation toxique, avec cette toxicité cancéreuse. Hein, cet agrégat de mucosité, de sang s'enferme, fermente et produit une chaleur qui mute en toxicité cancéreuse. Alors ça, c'est très intéressant parce que de fameux médecins qui sont plutôt dans une vision très marginale de la cancérologie, pense aussi qu'il y a une notion de fermentation au niveau du processus cancéreux. On le retrouve on retrouve cette notion de fermentation qui produit une chaleur, qui mute en toxicité cancéreuse dans la médecine chinoise. D'accord? Donc cette toxicité cancéreuse a la particularité ensuite de détruire le tissu sain à vitesse accélérée, d'adhérer fortement aux structures, c'est le côté rocheux que décrit le terme high, et de consommer en fait les ressources vitales, la vitalité de la personne. D'accord? Donc ça veut dire que à terme, s'il n'y a pas de traitement, si on n'arrive pas à arrêter le processus, là on va malheureusement vers un pronostic sombre. À cela, il faut ajouter un point important, c'est-à-dire que euh, la condition absolue de l'apparition du cancer, c'est le vide de chi, le vide d'énergie si vous préférez. Et les textes anciens insistent, les textes anciens insistent sur ce point crucial. Les facteurs pathogènes, les stagnations de chi, les stases de sang, les mucosités, etc., ne peuvent s'installer et former un cancer que si le terrain est déficient. Et par exemple, il y a un ouvrage très important en médecine chinoise qui s'appelle Comprendre l'esprit de la médecine, le Yi Xue Xin Wu, qui a été publié en 1732 et qui résume parfaitement cette synergie destructrice. Je vous cite, il nous dit: le chi rétablit, les masses se dissipent. Le chi s'affaiblit, les masses s'accumulent. Dit autrement,
si le qi redevient en bonne quantité, il est assez fort, il est assez dynamique, il peut favoriser l'élimination des processus tumoraux qui sont en train de s'installer. Alors que si le qi s'affaiblit, bah, au contraire, bah, les masses tumorales se développent et là on va vers un cancer plus malin. Voilà ce que je avais à dire à ta question, répondre à ta question. Merci infiniment, Philippe. En fait, cette clarification on s'aperçoit que les Chinois avaient perçu avec une clarté étonnante la mécanique précise en fait d'oncogénèse. Je pense bien avant tout le monde. Alors, si je résume, tu nous dis que selon la médecine chinoise, le cancer n'apparaît jamais du jour au lendemain, que c'est un processus en cascade avec des facteurs déclenchants qui provoquent d'abord un blocage de l'énergie, puis qui entraîne une stase de sang et une accumulation de mucosité. C'est cette masse qui, en s'enfermant, va fermenter et qui va se transformer en toxicité cancéreuse. Mais surtout, le point fondamental que tu soulignes, c'est que, enfin, moi j'essaie d'expliquer ça aussi à mes patients, parce que c'est mon lot aussi quotidien, c'est que le processus pathogénique ne peut s'installer en cancérologie que s'il y a un vide préexistant. Voilà. Qui va affaiblir donc notre énergie vitale, le fameux Tianqi. Merci beaucoup. Parmi les facteurs de blocage initial que tu as cités, on trouve donc les émotions. Euh, la médecine conventionnelle envisage aujourd'hui de plus en plus de prendre en compte la dimension, ce que j'appelle la dimension psycho-émotionnelle dans l'apparition et le traitement des cancers. On voit fleurir d'importantes sociétés savantes, hein, comme la Société internationale de psycho-oncologie, l'Association européenne de soins palliatifs, ou encore plus près de nous, Français, la Société française et francophone de psycho-oncologie. Toutes ces sociétés savantes osent aujourd'hui aborder ce sujet de la dimension psycho-émotionnelle en cancérologie à l'occasion de congrès internationaux. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle place les classiques anciens accordent aux facteurs psycho-émotionnels dans l'apparition, l'aggravation, peut-être la stabilisation et la guérison des maladies en général et bien entendu des cancers en particulier, puisque c'est ça qui nous occupe ce soir. Écoute, Christophe, je pense que c'est une question vraiment fondamentale et on va prendre un petit peu de temps pour y répondre parce que d'abord c'est très important et ça peut aider les gens qui nous accompagnent ce soir à peut-être mieux comprendre parfois ce qui s'est passé à un moment donné si un de leurs proches a eu cette mésaventure d'avoir un cancer. Pour les classiques de la médecine chinoise, la démarche de ces sociétés savantes dont tu parles, occidentales, contemporaines, ne fait que valider un axiome gravé au cœur même de leur modèle médical, je parle celui de la médecine chinoise, depuis au moins 2000 ans. Le corps et l'esprit forment une seule et même trame énergétique. On ne sépare pas le corps et l'esprit dans le monde dans le monde chinois. Les textes anciens postulaient d'emblée que les émotions sont les causes internes majeures de toutes les maladies. Enfin, comment dire? En tout cas, c'est une des grandes causes, comment dire, des maladies, notamment les pathologies lourdes, d'accord, et en particulier du cancer. Ça ne veut pas dire que tous les cancers sont dus à des problèmes émotionnels, bien évidemment. Il ne faut pas exagérer. Mais c'est une des grandes causes. Ça, c'est une certitude. Dans les textes classiques de la médecine chinoise, l'émotion, si vous voulez, n'est pas un simple facteur favorisant, secondaire. Elle est le vecteur mécanique direct de la somatisation tumorale. En tout cas, dans une majorité, enfin, souvent, on ne va pas dire toujours, toujours, c'est toujours dit. En médecine, il ne faut jamais dire toujours. Disons que souvent.
En tout cas, les émotions lèsent les fonctions des organes et modifient la physique des tissus et des fluides. Donc, pour qu'une masse physique yin, de nature yin, se forme, il faut d'abord que l'animation fonctionnelle, le yang, le qi, s'arrête ou ralentisse très fortement. Eh bien, le stress chronique, les ressentiments intériorisés, les colères intériorisées également, les traumatismes psychologiques, etc., etc., entravent la circulation du qi. On en revient à l'explication de la physiopathologie du processus tumoral, où une des premières étapes, c'est cette stagnation d'énergie. On parle de qi noué en médecine chinoise. On parle de qi noué. Et ce qi noué, ben, il va faire en sorte que le sang circule moins bien, que les liquides circulent moins bien, qu'ils vont stagner à leur tour et se solidifier. Donc comment dire, le sang, ça va faire une stase de sang. Pour les liquides, ça va faire des mucosités. Le grand médecin Shu Tanxi de la dynastie Yuan l'exprime de façon radicale dans un de ses ouvrages, notamment pour le cancer du sein. Je cite, écoutez bien, donc il parle du cancer du sein. Cela provient de la colère et de l'anxiété qui s'accumulent secrètement. Le qi du foie stagne et la rate s'épuise, ce qui engendre des nodules cachés. Sous-entendu ici, les nodules cachés, vous avez compris, c'est des masses tumorales, c'est des cancers qui se développent. D'accord? Donc, la dynastie Yuan, c'est 12e siècle. Au 12e siècle, vous avez un médecin qui a dit, ben oui, certains cancers sont dus aux émotions, à l'anxiété, à la colère, etc. D'accord? De plus, il faut savoir qu'une fois la tumeur installée, la persistance des troubles psycho-émotionnels agit comme un accélérateur de la malignité. On sait que les émotions peuvent engendrer de la chaleur, du feu, qui est un des facteurs qui fait passer une tumeur bénigne à une tumeur maligne. D'accord? Ah, pour qu'il y ait toxicité cancéreuse, il faut qu'il y ait à un moment donné de la chaleur. Il faut que la stase de sang et les mucosités se transforment en chaleur. Eh bien, ce processus de transformation en chaleur, qui est fatal, parce qu'on passe dans une autre catégorie, les émotions est souvent comment dire, un facteur favorisant. Voilà. Et c'est ça qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est pas toujours comment dire, la cause initiale, mais ça peut être jouer un rôle dans ce qui va faire basculer un cancer du bénin au malin. D'accord? J'aimerais finir sur ce thème sur un élément qui est très important à comprendre. C'est qu'en médecine chinoise, on considère que l'état émotionnel du patient est fondamental aussi à sa guérison. Pour les anciens Chinois, aucune prescription de plante chinoise ou d'acupuncture ne peut être pleinement efficace si l'esprit du patient n'est pas apaisé, stabilisé. Donc si on veut contrôler la maladie, euh, d'accord, ou inverser son cours, ben, ça exige de libérer les nœuds de l'esprit. Si le patient retrouve la paix intérieure, d'accord, le chi se remet en mouvement, le sang circule à nouveau, le corps retrouve ses armes pour dissoudre les fameuses stagnations, accumulations dont on a parlé tout à l'heure. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça se fait en un claquement de doigts, mais dans la vision chinoise, le fait, comment dire, d'être en paix émotionnellement va favoriser les processus de guérison. Et les anciens avaient émis des recommandations sur l'hygiène émotionnelle quand on était touché par le cancer. Dans le fameux ouvrage Wei Ke Song, donc la véritable tradition de la médecine externe, donc qui avait été publié en 1617. 1617, vous savez, c'est quoi ça? C'est à l'époque de Louis XIII. Écoutez bien ce que le médecin qui a écrit ce bouquin dit, comment dire, au sujet du cancer et des émotions. D'abord, dans un de ses ouvrages, il consacre une section entière à la prise en charge globale du patient atteint du cancer, d'accord? Notamment le cancer du sein. Et en fait, il édicte en fait des règles psychothérapeutiques très claires. C'est peut-être pas suffisant aujourd'hui, mais en tout cas, déjà, il y avait la conscience que gérer les émotions dans ce genre d'épreuve est fondamental. Qu'est-ce qu'il nous proposait dans ce texte? À l'époque de Louis XIII, hein, d'accord? Louis XIV n'était pas encore né. Parce qu'il avait 15 ans à cette époque, je crois, Louis XIII. D'abord, il proposait l'évitement des conflits.
le patient doit être totalement soustrait aux sources de contrariété, de colère, de disputes familiales ou professionnelles ou ce que vous voulez. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le lâcher-prise émotionnel. Le médecin doit amener le malade à purifier son cœur, à cultiver la sérénité, d'accord? En abandonnant notamment les attachements matériels ou les rancœurs qui nourrissent la maladie, d'accord? Et ce médecin, il s'appelle Serge Chekong, prévient de façon très moderne. Il nous dit, à un moment donné, écoutez bien, si le patient peut modifier son état d'esprit, écouter les conseils et éliminer ses soucis, la maladie peut être stabilisée. Mais s'il continue à nourrir sa tristesse et sa colère, aucune formule médicinale, aussi excellente soit-elle, ne pourra le sauver. C'est quand même incroyable. Louis XIII avait 15 ans. Excusez-moi de faire, c'est pour qu'on prenne conscience de l'avancée de la médecine chinoise qui n'est pas prise au sérieux par beaucoup de, comment dire, de personnes actuellement à notre époque, alors que c'était une médecine qui avait déjà vu beaucoup de choses et qui est encore aujourd'hui très utile euh, voilà, aux gens qui souffrent. Merci Philippe, c'est encore une fois assez saisissant. Là où en fait l'oncologie moderne intègre aujourd'hui à peine, je vais dire, peu à peu la dimension psychologique dans l'approche du cancer, la médecine chinoise considère, elle, depuis des milliers d'années, que les chocs émotionnels et les blocages émotionnels sont une cause interne majeure. Et tu nous dis que les énergies, pardon, les émotions donc vont nouer le chi et que c'est précisément ça qui va favoriser la masse physique et que si il y a une persistance de ces troubles, cela peut donc même accélérer la malignité de la tumeur. Et pour moi, le message le plus fort ici, c'est que l'apaisement de l'esprit, donc ce que les Chinois appellent le Shan, est la clé de voûte du traitement. Il est remarquable pour moi enfin, d'entendre des médecins, comme tu dis, du XVIIe siècle dire que sans, au fond, un lâcher-prise émotionnel du patient, eh ben, aucun remède ne peut fonctionner. 13e siècle. C'est ça. Justement, au-delà de cette indispensable hygiène de l'esprit, la médecine chinoise recommande-t-elle l'usage d'autres approches, ce que nous appellerions aujourd'hui hein, des soins de support pour accompagner les maladies, les personnes pardon, à tête de cancer dans leur processus de guérison. Alors oui. Bien entendu, la médecine chinoise classique intègre une panoplie complète de disciplines complémentaires, euh, comment dire, autres que la médecine occidentale moderne, et oui, qu'on pourrait qualifier, comme tu viens de dire, soins de support, ou on parle aussi de soins oncologiques de support, mais peu importe. C'est-à-dire que au-delà du traitement principal, amener des compléments de soins pour favoriser la guérison. Et dans la vision traditionnelle, ces approches ne sont pas de simples options de confort secondaire. Elles sont regroupées sur le concept noble de Yangsheng, auquel je tiens beaucoup, qui veut dire littéralement nourrir la vie ou cultiver la vitalité. Et le but thérapeutique majeur est de préserver et de renforcer Tianqi, c'est-à-dire le qi régulier, l'énergie vitale, si vous voulez, de la personne, pour permettre au corps de tolérer les traitements lourds et pour permettre aussi de freiner la prolifération tumorale, d'éviter les récidives, etc. Et ces approches s'articulent autour de quatre piliers classiques. D'abord, et ça va te parler bien sûr Christophe, la thérapie par le mouvement et le souffle, d'accord, le qigong, qui est essentiel. Et au XXe siècle, des formes spécifiques de qigong, comme la méthode Kuolin Qigong, créée d'ailleurs par une patiente atteinte de cancer au départ, ont été intégrées dans les hôpitaux chinois. C'est qu'aujourd'hui, le Kuolin Qigong est utilisé dans les hôpitaux en Chine. Alors, il faut prendre conscience que ça a été considéré, enfin ça a été, il y a eu beaucoup de recherches qui ont prouvé que cette, comment dire,
cette activité, on va dire ça comme ça, favorise la guérison. Donc c'est un point important, fondamental de la récupération, enfin de la lutte contre la maladie, de la récupération, de la restauration quand on a échappé à la maladie et de la prévention. D'accord? Et ces techniques de Qigong, notamment celle de Kualin, met l'accent sur une marche rythmée, une hyperoxygénation par le souffle, avec des respirations particulières. D'accord? Et ça, c'est intéressant parce que le terrain cancéreux, étant physiologiquement anaérobie, il se développe en fait en l'absence d'oxygène. Et rien que le fait de faire ça, ça perturbe, comment dire, la cellule cancéreuse. Bon, ça, c'est un premier point. On parlera à nouveau de Qigong un peu plus tard parce que c'est un point important, je pense, de la prise en charge de la personne qui souffre de cancer. Deuxième pilier voilà, des outils de support complémentaires, c'est la diététique thérapeutique, ce qu'on appelle Yin Shi Liaofa, Yin Shi Liaofa, donc qui veut dire la diététique thérapeutique si vous voulez. Alors là, la diététique n'est pas envisagée comme un simple régime, mais comme une prescription médicinale quotidienne, permettant de soutenir notamment l'axe de la rate et de l'estomac. Pourquoi? Parce que la rate et l'estomac sont source de la production du qi et du sang qui vont restaurer, régénérer le corps. Donc c'est très important, comme on l'a vu tout à l'heure, de ne pas être en vide trop déficient, parce que sinon la maladie gagne. Donc il faut renforcer la personne. Et pour ça, déjà, il faut que l'alimentation soit impeccable, mais aussi favoriser le bon fonctionnement des deux organes principaux de la digestion qui sont la rate et l'estomac. D'accord? Troisième pilier, c'est comment dire, le massage chinois Tuina. D'accord? Alors, bien que le massage direct d'une masse tumorale soit strictement contre-indiqué en médecine chinoise, le massage des membres, les mains, les pieds, les jambes, ça peut être aussi le visage, etc., ou certaines autres parties du corps, permet de réguler les fonctions des organes et d'aider en fait à lever les blocages de qi douloureux. Il est particulièrement efficace, ce massage chinois, pour notamment soulager les neuropathies périphériques induites par certaines chimiothérapies, hein. Ces espèces de sensations de brûlure, picotement, engourdissement des extrémités dues aux produits de chimiothérapie. D'accord? Quatrième pilier, on va appeler ça, même si j'aime pas trop le terme, mais je vais quand même l'utiliser, la psychothérapie traditionnelle en médecine chinoise. C'est la psychologie des cinq mouvements. Ce qu'on appelle, enfin, on dit souvent cinq éléments, mais cinq éléments est une mauvaise traduction du terme Wuxing, pardon. En fait, la psychologie des cinq mouvements, c'est quoi? Elle est dérivée de la théorie des cinq mouvements, les Wuxing, et cette approche utilise les lois d'engendrement et de contrôle des émotions pour restaurer l'équilibre psychologique du patient. D'accord? Et les classiques ont théorisé le fait qu'une émotion peut en neutraliser une autre, comme un mouvement peut contrôler un autre mouvement. Par exemple, la tristesse associée au métal contrôle la colère associée au bois. Et on peut amener un patient rongé par la colère ou une frustration destructrice, d'accord, à exprimer sa peine ou ses regrets profonds pour éliminer la colère et dénouer l'énergie du foie qui généralement stagne quand il y a beaucoup de colère. C'est un exemple, hein. Un autre exemple, la réflexion, la pensée associée à la terre contrôle la peur associée à l'eau. En fait, c'est quoi l'idée? C'est utiliser la rationalité, la compréhension logique du processus qui se passe dans le patient, d'accord? D'utiliser la pleine conscience pour dissiper la panique ou la terreur de la mort. Parce que une des premières choses qui, a- qui- qui affaiblit davantage, comment dire, les patients qui sont touchés de cette maladie, c'est quand on entend le mot cancer, on entend le mot décès, quoi. Donc c'est très très dur à vivre. Même pour les gens qui sont calmes, ça agite, ça ne peut pas faire autrement. Ben, à ce moment-là, il faut faire une démarche, c'est l'idée de la médecine chinoise, une démarche plus avec la pensée, avec le mental, pour dire, ben voilà, quels sont les faits réels, pour voir un petit peu où ça en est, pour apaiser la peur, notamment la peur de la mort. D'accord? En fait, en définitive, la médecine chinoise aborde le patient atteint de cancer à travers une approche globale et circulaire. Bien sûr, on peut avoir de l'acupuncture, bien sûr, on peut avoir des plantes chinoises,
d'accord, qui cible le cœur du processus pathologique, mais on va beaucoup utiliser le qigong, la diététique, le massage, la régulation émotionnelle. Hein, l'objectif, c'est rééquilibrer le terrain, renforcer la personne, d'accord, et lui permettre aussi permettre à la personne d'avoir voilà, une plus grande vitalité pour favoriser le processus de guérison. C'est tout simple. Donc voilà ce que je voulais te dire à ce sujet-là. Merci Philippe. Ce ce qui est particulièrement marquant dans ton explication, c'est qu'au fond, entre guillemets, enfin, ces soins de support, moi je suis convaincu depuis fort longtemps, hein. Je dirais, Madame Gauline, c'est peut-être l'une des premières à avoir intégré en fait la médecine chinoise avec le Qigong et la médecine conventionnelle. Donc la médecine intégrative, probablement que on lui doit, en tout cas en Chine, et qu'en fait ces soins de support, ils ne sont pas de simples options, quoi. C'est pas juste des petits gadgets comme ça ou simplement comme aujourd'hui en Occident, on a tendance à les considérer comme bah, quelques soins de confort. Voilà, ça peut pas faire de mal, quoi. Mais enfin, ça s'arrête là, quoi. Et alors que toi, tu nous dis qu'en médecine chinoise, il y a, bon, tu as détaillé hein, les quatre piliers qui vont rendre particulièrement le patient acteur de sa guérison. Donc, tu as parlé de la diététique, tu as parlé des massages, tu as parlé, si je me souviens bien, de la psychothérapie, enfin de ce qu'on on va rapprocher de la psychothérapie. Et le quatrième pilier, donc celui du Qigong, qui va donc qui va faire l'alliance, je vais dire, entre le mouvement, la gestion du souffle et une forme d'apaisement de l'esprit comme disent les Chinois, calmer le cœur. Euh, Cela m'amène à la question suivante. Dans les classiques chinois anciens, Euh, comment justement est envisagé précisément le rôle du mouvement, de la respiration, de la régulation du qi dans les maladies chroniques en général et dans le cancer en particulier? Ok. Euh, Dans les traités classiques fondamentaux de la médecine chinoise, bien sûr, le mouvement, la respiration et la régulation du qi ne sont pas considérés comme de simples outils de gymnastique préventive ou de relaxation, mais comme une thérapeutique médicale dynamique et interne. C'est ce que tu disais à l'instant. C'est pas des gadgets. C'est pas simplement dire, bon, allez, on sait pas trop quoi faire de ces patients-là, on va leur mettre un petit peu de qigong, ça va les amuser un moment. Non, non. C'est à la base. Un des paradigmes de la médecine chinoise, c'est la notion de mouvement. La vie est mouvement et transformation. Donc, le mouvement est très important. Et c'est là où le Kولin Qigong vient prendre toute sa place. En fait, le principe cardinal de la physiologie chinoise repose sur le mouvement continuel. La vie, c'est un flux. Et la stagnation, c'est la maladie. Et l'arrêt, c'est la mort. Donc, face aux pathologies chroniques, et au cancer en particulier, la régulation du qi par le mouvement, par le souffle, la respiration, est la méthode par excellence pour briser ce que les anciens appelaient les nœuds. Hein, le qi qui stagne, c'est la notion de nœud. Alors, selon la vision chinoise ancestrale, l'immobilité est l'une des sources des maladies chroniques. Et dès le Huang Nejing, qui est le texte fondateur de la médecine chinoise, les anciens mettent en garde contre les méfaits de la sédentarité et de l'inertie hein, sur les circulations des substances vitales. Dans toute maladie chronique, diabète, troubles cardiovasculaires, arthrose, etc., ce ralentissement entraîne une accumulation de déchets, on peut dire, ou de toxines si vous préférez, de pathogènes. C'est l'humidité, c'est les mucosités. C'est aussi la notion de stase de sang. Dans le cas du cancer, cette stagnation atteint son paroxysme. En fait, le qi se fige, le sang s'arrête, les liquides stagnent
Et cet ensemble de stagnation provoque la masse tumorale, sa matérialisation. Et les anciens avaient compris que justement le mouvement permettait de relancer la circulation de l'énergie, du sang, et s'opposait donc à la stagnation qui est l'origine du processus tumoral. La masse tumorale est une entité de nature yin, qui est froide, lourde, compacte. Et le mouvement physique engendre du yang, du qi. C'est de la chaleur, du dynamisme, de la transformation. Donc ce yang qi, activé par le mouvement, par l'exercice, va littéralement chauffer, fluidifier, si vous voulez, d'une certaine manière, les mucosités, les tannes, et disperser la stase de sang, d'accord, qui forme la tumeur. C'est un peu, ils agissent comme le soleil qui fait fondre un bloc de glace. Donc le mouvement, il est fondamental, je dirais indispensable dans ce type de pathologie. On ne devrait pas se poser la question. Tous les cancéreux devraient faire du Qigong, Guolin Qigong, d'accord? Parce que c'est essentiel pour aider le corps à retrouver sa physiologie normale. Est-ce que c'est toujours, comment dire, suffisant? Bien sûr que non, c'est pas toujours suffisant. Mais associer différentes thérapeutiques qui vont dans ce sens vont donner beaucoup plus de chances de s'en sortir que simplement faire une chimiothérapie. Ensuite, si on veut parler du rôle de la respiration, il faut savoir qu'elle elle aussi est très importante. Et la régulation respiratoire est appelée tuna, tuna qui signifie, je donne mon interprétation, expulser l'ancien ou le souiller, expulser l'ancien voilà, ou le souiller et absorber le nouveau, le pur. Donc en fait, comment dire, cette technique de souffle est une véritable alchimie. C'est une alchimie du souffle. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de respiration maintenant. Ça, il faut aller voir Christophe. C'est lui qui va vous apprendre ça. Mais il existe des techniques précises qui visent à purifier l'organisme afin de lutter contre cette fameuse toxicité cancéreuse. Et ça fait partie de la méthode du Kolin Qigong. Donc, cette dame, Guolin, qui a inventé ce Qigong, je ne sais pas comment ça lui est arrivé d'avoir ces idées-là, mais en fait, en, elle la met en mouvement, je dirais, c'est le cas de le dire, deux choses fondamentales pour aider à la guérison, le mouvement et la respiration. Alors, pas n'importe quelle respiration, bien sûr, c'est une technique particulière. En tout cas, il est remarquable de noter que les anciens médecins chinois insistaient sur des techniques de respiration ciblées pour les masses internes, affirmant que le souffle, si vous voulez, balaie l'accumulation, balaie la stagnation. Et en fait, l'oncologie moderne rejoint un peu cette intuition, parce que les cellules cancéreuses prolifèrent en milieu hypoxique, c'est-à-dire privé d'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'effet Warburg, d'accord? Ou Warburg. Une respiration abdominale profonde et rythmique altère favorablement le micro-environnement tumoral en modifiant, si vous voulez, le pH et en oxygénant les tissus en profondeur, ce que détestent les cellules cancéreuses. Dans les maladies chroniques dégénératives, le cancer, le but ultime du mouvement et de la respiration, c'est finalement ce qu'on appelle en médecine chinoise Tiao Qi, qu'on pourrait dire la régulation, la régularisation, la régulation du Qi. En fait, c'est redonner une harmonisation à la dynamique du Qi, redonner comment dire, le bon mouvement au Qi, son bon fonctionnement. Et donc la pratique combinée du souffle et du mouvement favorise une régulation globale du Qi. C'est ça qui va être remarquable voilà, dans les Qigong. Voilà ce que je peux te dire, Christophe. Merci beaucoup, Philippe. Ce sont pour moi des explications très claires et qui résonnent parfaitement avec ce que Madame Gauline a toujours enseigné, hein. Pour résumer, simplement, tu dis que donc la médecine chinoise considère avant tout que la vie est mouvement. Que la sédentarité et l'immobilité, à contrario, comme le souligne le classique du Hong Jing, favorisent la stagnation
et la formation de nœuds qui vont donc se matérialiser progressivement en tumeur. Tu parles de masse froide et tu dis que j'aime beaucoup cette métaphore, cette parabole, que l'exercice physique finalement va énergiser le chi qui va agir comme un soleil capable de dissiper, de fondre, disperser les masses, les mucosités. Et à cela donc s'ajoute un travail fondamental du souffle qui est utilisé, et donc notamment dans le Qigong et en particulier dans le Golin Qigong, tu l'as rappelé très, très précisément avec des techniques respiratoires spécifiques qui, je le précise ici et je le dis, je ne cesse de le répéter, ne doivent pas être pratiquées, ces techniques spécifiques, lorsqu'on n'est pas malade. Voilà, beaucoup de gens qui pensent que le Golin Qigong peut être pratiqué par tout le monde quand on est en bonne santé. Non, c'est pas vrai. Les techniques respiratoires étaient tenues secrètes justement parce que ces techniques vont potentialiser la pénétration de l'oxygène entre 12 et 21 fois plus vers les cellules et que si on n'est pas en milieu hypoxique, en fait, cette entrée excessive d'oxygène va devenir pathogène. Et donc, cette technique va permettre donc de lutter contre la toxicité cancéreuse. Et finalement, ce que tu nous expliques, c'est que le but ultime du mouvement et de la respiration, c'est de réharmoniser l'énergie globale du patient. Cette notion d'équilibre global m'amène à présent à te poser la question suivante. Euh, quels enseignements généraux, qu'ils soient philosophiques ou médicaux, les classiques anciens, chinois bien sûr, donnent-ils concernant la manière dont une personne peut cultiver son énergie vitale, sa vitalité, son zhengqi, euh, comment elle peut préserver ses forces qui sont altérées et mieux traverser une maladie comme le cancer. Ok. Alors d'abord, il faut comprendre un certain nombre de choses pour répondre correctement à ta question. Les classiques anciens de la médecine chinoise ne considèrent pas la maladie, même lourde, comme le cancer, comme une fatalité biologique extérieure, mais plutôt comme la rupture d'un équilibre dynamique. Ça, c'est fondamental dans la vision chinoise, même pas qu'en médecine, hein, d'accord? Et face à la maladie chronique, le message des maîtres anciens est profondément pragmatique et philosophique. Le patient n'est pas la victime passive d'un mal, mais l'acteur principal de sa propre écologie vitale. D'accord? Ça, c'est plus impliquant, ça implique plus notre responsabilité individuelle. Ça, c'est la vision chinoise. Vous en faites ce que vous voulez. Les classiques de la médecine chinoise nous lèguent une philosophie de la résilience. Ils nous rappellent que le corps humain dispose d'une intelligence intrinsèque, l'énergie régulière, le Qi, d'accord? Et traverser le cancer, selon cette tradition, ce n'est pas seulement détruire un ennemi intérieur par la force, ce qui correspond à la vision de l'élimination d'un facteur pathogène, hein, qu'on appelle Xie en médecine chinoise, mais c'est plutôt mener une profonde réforme de son existence. Et il y a plusieurs choses qui sont à mettre en place on est touché par une maladie sérieuse, y compris si c'est le cancer. La première chose qu'on suggère en médecine chinoise, ça, re- ça rejoint un petit peu des choses qu'on a vues tout à l'heure. Il faut apaiser l'esprit pour cesser d'alimenter le feu toxique. Rappelez-vous, à un moment donné, c'est lorsqu'il y a une espèce de feu qui va brûler la stase de sang, les mucosités, la stagnation de chi ensemble, qui va faire basculer une tumeur bénigne en maligne. Donc, et une des causes principales de la chaleur interne, c'est les émotions. Donc, calmer l'esprit, calmer les émotions.
Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, important, on vient d'en parler, de bouger avec douceur pour dissoudre les stagnations, les stases, etc. Mouvement fondamental. Amplifier si en plus il y a un travail de respiration. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose à mettre en place, c'est renforcer la rate et l'estomac pour rétablir les forces, rebâtir les forces. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, l'alimentation, c'est ce qui nous permet de régénérer l'énergie, le sang, les liquides physiologiques voilà, qui va restaurer le corps. C'est important d'avoir beaucoup de vitalité et pour ça, il faut que les deux organes, les deux piliers dans la vision chinoise de la digestion soient comment dire, fonctionnent le mieux possible pour justement favoriser la meilleure digestion possible, la meilleure assimilation possible pour produire, pour régénérer, pour restaurer les forces. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, qui est un peu plus compliqué à comprendre dans la vision occidentale, mais on va essayer. C'est s'aligner sur les rythmes de la vie. C'est-à-dire que, euh, je vais expliquer ça davantage. Je vais vous l'expliquer. J'étais parti peut-être un peu vite dans l'explication, mais je vais expliquer tout ça en détail. Mais vous allez voir, les cycles de la vie, c'est en fait les cycles de la nature, les rythmes de la nature. En fait, l'idée, c'est ces quatre points-là. L'objectif, c'est de changer le terrain pour priver la maladie de sa raison d'être. Si le problème de votre maladie, c'est une mauvaise alimentation, des émotions, un épuisement de ceci, un épuisement de cela, bah, si vous faites attention, vous remettez de l'ordre dans tout ça, il y a beaucoup, beaucoup plus de chances pour s'en tirer. Alors, si vous voulez, je peux développer davantage les quatre points. Je ne sais pas si, bon, si, allez, on va le faire rapidement. Le premier enseignement, donc, c'est de ce qu'on appelle préserver le souverain. Préserver le souverain, c'est l'apaisement du cœur et de l'esprit. Hein, sur le plan philosophique, le cœur, c'est le souverain, l'empereur, si vous préférez, de l'organisme. Et c'est le siège de l'esprit. On considère dans la médecine chinoise que le cœur est le siège de l'esprit. Si le souverain est serein, c'est-à-dire le cœur, si le cœur est souverain, les ministres, les autres organes, fonctionnent en harmonie. Si le souverain panique, le chaos s'installe dans les autres organes. Face au diagnostic d'une maladie grave, la peur de la mort et l'effroi lèsent immédiatement l'énergie des reins. Et les classiques enseignent que la première force à mobiliser à ce moment-là, c'est l'esprit, quoi, pour apaiser, calmer, tranquilliser. Alors, quelle est la solution? Cultiver le non-attachement, le lâcher-prise face aux contingences matérielles, développer la paix intérieure. Je sais que c'est des belles paroles et que c'est difficile à faire, mais c'est le chemin. Malheureusement, c'est le chemin. Donc on peut dire non, tout ça, j'ai pas envie de faire la paix avec mon père, avec mon collègue, avec ma femme ou je sais pas quoi. Non, non, moi je veux continuer à ressasser mes émotions. Ok, on a le droit, il n'y a rien qui est interdit. Mais ce ne sera pas le bon chemin pour réussir à rétablir sa santé, c'est sûr, quoi. Le Ronti Nejing Sowen, donc c'est qui est une des parties enfin qui est un des textes, comment dire, fondateurs de la médecine chinoise, dans le chapitre 1, résume cette attitude par la phrase suivante, je cite, demeurer dans un calme vide, la clarté, la sérénité, alors le chi véritable se déploie. Si l'esprit est gardé à l'intérieur, d'où la maladie pourrait-elle venir? En d'autres termes, si, comment dire, l'esprit est calme, serein, fort, l'énergie va bien circuler, va bien faire son job, et il y a beaucoup, beaucoup moins de risques pour que la pathologie, les maladies interviennent. Donc après, on avait parlé comment dire, de renforcer la rate de l'estomac. L'idée, c'est ce qu'on appelle nourrir le ciel postérieur. La médecine chinoise classique distingue le qi, l'énergie du ciel antérieur, c'est, si vous voulez, le capital génétique hérité des parents. Ça, c'est stocké dans les reins. Mais un deuxième type de qi, qui est le qi du ciel postérieur, qui est l'énergie extraite de l'alimentation et de l'air. D'accord? Alors, surtout l'alimentation solide et liquide. Et ça, c'est plutôt géré par la rate et l'estomac.
On ne peut pas modifier le capital de départ, c'est-à-dire notre aspect plutôt génétique, mais on peut influencer chaque jour la production d'énergie neuve, si vous voulez, pour une meilleure restauration du corps. Et durant un cancer, bah, les traitements qu'on nous propose aujourd'hui sont super épuisants. Une chimiothérapie, c'est compliqué à vivre. Les radiothérapies, enfin, toutes les thérapies actuellement anticancéreuses sont épuisantes pour l'organisme. Et les classiques de la médecine chinoise enseignent que tant que la personne conserve son chi de la rate et l'estomac, c'est-à-dire de l'appétit, de la capacité à digérer, donc à produire du chi, du nouveau chi, si vous permettez l'expression, pour produire du sang, des liquides physiologiques, etc., ben, la vie va être beaucoup plus préservée. Donc ça, c'est important. Alors, quelle est la solution pour tout ça? Ben, c'est appliquer les grandes règles de la diététique chinoise qui visent à favoriser la digestion et l'assimilation à la nourriture afin de régénérer le corps, tout simplement. D'accord? On va pas développer les règles de la diététique chinoise maintenant, c'est pas, ça serait trop long et c'est pas l'idée, mais il faut le savoir que c'est ce qu'il faut mettre en place. Il ne faut pas surcharger la rate aussi par des pensées obsessionnelles, par des inquiétudes, par des ruminations incessantes. Parce que ça blesse la rate, ça affaiblit la rate. Donc la rate estomac, il faut la préserver, enfin comment dire, la protéger par rapport à l'alimentation, mais également par la pensée. Hein, tout ce qui est soucis, inquiétudes, les pensées obsessionnelles, tout ça, ça lèse la rate. Et donc, du coup, bah, ça va favoriser un affaiblissement du chi, du sang, etc., etc. Ça peut participer au processus tumoral. Le troisième aspect, c'était, comment dire, s'adapter finalement au Tao. En fait, la philosophie taoïste qui innerve la médecine chinoise repose sur la notion de résonance, Kang entre le microcosme, l'humain, et le macrocosme, la nature. Et la maladie peut également survenir lorsque l'être humain s'extrait des rythmes naturels. En fait, le corps, depuis que l'être humain existe, obéit à des horloges biologiques qui normalement sont calquées au rythme circadien, au rythme des saisons. Et ne pas respecter ces rythmes naturels affaiblit la vitalité de l'individu. Alors, quelle est la solution? Alors, il y a plein de choses, je ne vais pas rentrer dans le détail encore une fois, mais je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Bien, se coucher, en général, on suggère dans la médecine chinoise se coucher tôt, au moins avant 23 heures, avant l'heure du bois, de la vésicule biliaire, etc. Donc ça, c'est important. Très important, c'est de suivre le rythme des saisons. Il faut être plus actif en été et se préserver et intérioriser en hiver. Et nous, ce qu'on fait dans nos sociétés, c'est l'inverse. D'accord? Quand la lumière, comment dire, du soleil, comment dire, ben, disparaît naturellement, ben, il ne faudrait pas trop tarder, comment dire, voilà, à manger, se reposer et aller dormir. Ça serait la logique de suivre les rythmes de la nature. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que traverser le cancer demande aussi de respecter un minimum les rythmes de la nature afin de renforcer sa vitalité. C'est, l'idée, c'est quoi? C'est dans la nature, il y a vraiment des mouvements. Vous voyez les quatre saisons, les printemps, l'été, l'automne, l'hiver, chacun correspond à un mouvement particulier dans la nature. Mais c'est la même chose qui se passe dans le corps. Si vous suivez ces mêmes tendances énergétiques, vous allez dans le sens du courant. Shin, donc vous favorisez le corps. Si vous allez au sens inverse du courant, Ni, vous allez affaiblir le corps. On a le droit d'aller contre le sens du courant, hein. Rien n'est interdit. Mais tout n'est pas reposant. Et quand on est malade, vaut mieux aller dans le sens du courant. D'accord? Et puis un autre aspect que je n'ai pas encore évoqué, mais je vais l'évoquer maintenant. C'est un quatrième enseignement, c'est la notion de, on pourrait traduire par l'invariable milieu. Le concept en fait d'invariable milieu, qu'on traduit parfois aussi par juste milieu, est également quelque chose de très profond, de très permanent dans la pensée chinoise. Et appliqué à la santé, il s'oppose s'oppose à tout excès, à tout extrémisme. Alors c'est quoi l'idée? L'idée c'est tout surmenage
consument du qi, du yin, du yang, consument la vitalité. D'accord? Donc tout surmenage, tout excès va consumer la vitalité, tandis que l'inertie totale favorise ce qu'on appelle les stases de sang, donc une mauvaise circulation du qi, du sang, etc. Face à la maladie, le patient commet souvent l'erreur de basculer dans l'un des deux extrêmes, c'est-à-dire soit une combativité épuisante, d'accord, qui achève de consumer ses forces, soit un abandon sédentaire qui accélère les stagnations de chi, de sang, de liquide, etc., et l'accumulation tumorale. Donc, quelle est la solution? Alors ça, c'est très chinois. Pratiquer la modération en tout. Mobiliser le corps par des mouvements fluides et doux, comme le Qigong, sans jamais atteindre l'épuisement ou la sudation profuse qui va disperser le Qi de toute façon. Se reposer, mais sans s'alité non plus indûment et trop longtemps. Rester allongé 12 heures par jour, c'est aussi une forme d'excès. Il faut trouver le point d'équilibre où l'effort nourrit la vie au lieu de la consumer, dans un sens ou dans un autre. Voilà ce que je pouvais répondre à ta question. Merci Philippe. Le temps passe inexorablement. C'est puissamment intéressant et passionnant, hein. Ça fait 1h20 qu'on échange là. On va en venir donc à ma dernière question. Juste pour résumer ce que tu viens de dire, la, la vision classique en fait chinoise est profondément inspirante parce que le patient n'est pas perçu comme une victime passive de la maladie, mais qu'il est en fait le premier acteur de ce que moi j'appelle notre écologie intérieure, hein. Au lieu de chercher uniquement en fait à détruire l'ennemi, hein, le Xia Qi, le, le but, selon la médecine chinoise, est donc de réformer notre propre vie pour soutenir notre énergie régulière, notre énergie vitale. Euh, tu nous laisses donc quatre grands préceptes pour cultiver cette résilience. Premièrement, tu nous dis apaiser le cœur, qui est en lien, bien entendu, le cœur en médecine chinoise. On sait que Yin, c'est aussi l'esprit, hein, le cœur-esprit. Tu nous expliques que ben, finalement, le calme intérieur empêche la maladie de s'installer. Deuxième postulat, il faut soutenir notre énergie quotidienne en protégeant donc le système rat-estomac, notamment en évitant les pensées obsessionnelles, les ruminations. Ensuite, tu nous dis qu'il faut, autant que faire se peut, nous accorder à la nature avec un grand N, hein, ce que les Chinois appellent le Tao, et donc au cycle naturel qui traverse en fait notre vie, hein, que ce soit des micros ou des macrocycles. Et enfin, cette voie de l'invariable milieu, hein, qui est si chère à Confucius, hein, c'est-à-dire de trouver un point d'équilibre parfait entre le surmenage et l'inertie. Voilà. Et tu nous expliques que c'est finalement en changeant notre propre terrain physique et mental que l'on prive au mieux finalement la maladie de sa raison d'être. Voilà. Donc, merci infiniment pour ces éclairages précieux. Donc, ma dernière question est la suivante. Dans la Chine d'aujourd'hui, le traitement du cancer est-il, comme c'est le cas chez nous, un domaine exclusivement réservé à la médecine conventionnelle ou bien est-ce que les autorités accordent à la médecine chinoise et au Qigong une réelle place, une véritable, euh, une véritable considération? Alors ça, c'est très très intéressant comme question. Vous allez voir, dans la Chine d'aujourd'hui, la situation est radicalement différente de celle de l'Occident.
le traitement du cancer n'est absolument pas le domaine exclusif de la médecine conventionnelle. Les autorités chinoises accordent, si vous voulez, à la médecine chinoise, aux pratiques de Qigong, une réelle place, une reconnaissance officielle, une considération de premier plan, d'accord, qui est intégrée au plus haut niveau d'État, pardonnez-moi. Donc, si vous voulez, on n'est pas dans le même monde. Le modèle médical chinois repose sur un concept unique, la médecine intégrative, ou l'association des deux médecines. Et en fait, je vais vous dire une chose. Moi, quand j'étais étudiant, il y a bien longtemps en Chine, ça fait plus de 35 ans, non, ça fait 35 ans, dès le départ, mes profs m'ont dit, tu sais, nous, ici en Chine, on a trois médecines. On a la médecine chinoise, ok? On a la médecine occidentale, ok? Et la combinaison des deux. C'est un peuple qui est très pragmatique, qui va essayer de prendre le meilleur de tout ce ce qu'on peut avoir pour obtenir enfin, oui, atteindre un objectif. Et l'objectif du système médical chinois, c'est de soigner les patients, pas de vendre de la chimiothérapie, pas enrichir Big Pharma. Ce que je suis en train de dire, c'est que en Chine, la médecine chinoise et la médecine occidentale sont considérées comme les deux jambes d'un même corps. Et la Constitution de la République populaire de Chine stipule explicitement que l'État doit développer à la fois la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Et en 2017, une loi sur la médecine chinoise a renforcé cette protection, accordant à la médecine chinoise un statut juridique équivalent à celui de la médecine conventionnelle. Donc les deux médecines sont prises au sérieux autant l'une que l'autre. Et vous devez savoir, c'est que dans chaque grande ville, dans chaque province, existent de gigantesques hôpitaux de médecine chinoise de plus en plus modernes, équivalents, si vous voulez, à nos CHU, mais beaucoup plus neufs, beaucoup plus modernes, et en bien meilleur état. D'accord? Et ces hôpitaux disposent de services d'oncologie, bien entendu, de pointe, où les patients reçoivent des chimiothérapies, de la radiothérapie, de la chirurgie, donc médecine conventionnelle, médecine occidentale, mais aussi pharmacopée chinoise, acupuncture, et l'acupuncture est prescrite également, et parfois simultanément par des médecins qui sont doublement formés. Alors des fois, ce n'est pas le cas, des fois, le patient va rencontrer le spécialiste de la médecine chinoise, après le spécialiste de la chimiothérapie, enfin de la médecine occidentale. D'accord? Donc pour les patients qui le souhaitent, que tous ne le souhaitent pas, ils peuvent recevoir des traitements oncologiques provenant des deux médecines. D'accord? Et le Qigong ne fait pas exception à cette politique d'intégration. Alors on l'a dépouillé de tout mysticisme et on l'a abordé plutôt sur l'angle de ce qu'ils appellent le Qigong médical, mais le Qigong médical est enseigné dans les universités de médecine chinoise. Ce qui n'était pas le cas à mon époque quand j'étais étudiant, ce n'était pas encore le cas. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Il existe des départements de recherche officiels et une association nationale, d'accord, qui valide les protocoles de Qigong. Et dans ce domaine, le Kuolin Qigong possède une place privilégiée. Cette forme spécifique de Qigong, hein, vous savez, hein, enfin, je pense que Christophe comment dire, le développera s'il le souhaite. En tout cas, c'est un Qigong particulier qui est prescrit tout à fait officiellement dans de nombreux hôpitaux et centres de convalescence pour cancéreux en Chine. Et cette méthode fait l'objet d'études cliniques évaluant son impact sur le stress oxydatif, la fatigue chronique des patients, la régulation du système immunitaire, etc. Donc oui, le Qigong est pris au sérieux. Oui, comment dire, la médecine chinoise est prise au sérieux, au plus grand bénéfice des patients. Et on sait que globalement, tous les patients qui suivent les traitements conventionnels, chimiothérapie, etc., qui ensuite ont une approche complémentaire avec le Qigong, la médecine chinoise, etc., ont un plus gros pourcentage de chances de guérison. Donc ça devrait être obligatoire, on ne devrait pas avoir de discussion. Est-ce que ça sauve tous les patients? Bien sûr que non. On n'est pas naïf. Mais il y a une plus grosse proportion de gens qui guérissent quand on rajoute à la médecine conventionnelle la médecine chinoise et le Qigong. Pourquoi?
ne pas en profiter? Donc voilà. Donc c'est pour répondre à ta question. Oui, en Chine, il y a une bien plus grande ouverture. Et c'est précisément en fait le, l'axe principal de notre association Réseau Gaulle France. Moi, j'ai fait la promesse en fait à mes maîtres il y a 15 ans de promouvoir en fait le Gaulle Qigong. La difficulté est que en France, nous ne pouvons pas parler de Qigong médical. Comme tu l'as dit, en Chine, c'est reconnu comme tel. Nous ne pouvons pas parler de Qigong médical parce que ça sous-entend que le Qigong est un outil de soin qui traite, qui soigne, et la difficulté, c'est que ici, nous ne pouvons pas le dire. Et donc, notre mission, notre fer de lance, c'est justement d'arriver petit à petit à faire comprendre que le Qigong et le Guolin Qigong en particulier, hein, s'il y a un Qigong à pratiquer en phase lorsqu'on est touché par le cancer, c'est bien celui-ci. Le Guolin Qigong est en Chine considéré comme l'un des 10 trésors de santé nationaux. C'est pas n'importe quel Qigong, c'est le Guolin Qigong en termes de cancer. Voilà. Écoute, merci infiniment Philippe pour ce tour d'horizon extrêmement passionnant. Je crois que nous sommes tous les deux des passionnés, chacun dans notre domaine, hein. Nous sommes tous les deux des cliniciens où nous recevons malheureusement de plus en plus de gens touchés par le cancer. Toi, tu les traites peut-être davantage avec la médecine chinoise et on sait la pharmacopée en particulier qui accorde une place prépondérante dans le traitement en cancérologie. Moi, ma mission également, c'est de les accompagner avec le Golin Qigong. Nous, nous retiendrons en fait de cet échange hein, que l'alliance entre la médecine conventionnelle et les savoirs millénaires de la médecine chinoise, comme la pratique du Qigong, offre véritablement une approche résolument globale et qui redonne donc au patient toute sa place d'acteur dans le chemin de guérison, c'est vraiment fondamental. Alors, comme nous l'avons promis, avant de nous quitter, nous allons vous donner la parole. Si il est 21h30, si vous avez des questions, il suffit juste de lever la main et d'activer votre micro. Philippe, vous écoute. Christophe, je me suis permis de mettre un lien dans la fenêtre de discussion qui est sur justement un cours sur la gestion des patients qui sont en chimiothérapie, radiothérapie, en médecine chinoise, en acupuncture et pharmacopée chinoise, pour ceux que ça intéresse. Je sais qu'il y a des praticiens ici, parce que j'en connais, je les ai aperçus. Donc voilà, si jamais ça peut intéresser des gens, c'est une petite formation qui est très spécialisée dans ce domaine-là, quoi. Bien sûr, et je t'en remercie. Et puis sachez que de toute façon, si que ce soit, si vous voulez consulter Philippe ou moi en cancérologie, il vous suffit juste de nous écrire à l'adresse contact@réseaugolinfrance.com et on vous redirigera, on vous donnera les coordonnées pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Nous sommes à votre écoute. En tout cas, Philippe est à votre écoute. Oui, bonsoir Laura. Oui, bonsoir. Bon, je voudrais remercier beaucoup parce que c'était vraiment clair. Moi, je suis oncologue intégratif il y a 17 ans, mais je viens d'Argentine. En fait, j'ai exercé là-bas parce que ici en France, mon diplôme, il n'est pas validé. Là-bas, on fait de Qigong médicinal. On utilise beaucoup l'acupuncture aussi.
Mais vraiment, aujourd'hui, j'ai bien aimé, Philippe, comme vous avez expliqué toute l'histoire de comment c'est la stagnation et après comment ça se forme le cancer. J'essaie d'expliquer, de faire les ponts entre la science occidentale et ces concepts plus orientaux de de la médecine chinoise ou indienne et les cancers comme une manifestation d'un déséquilibre. Alors, je cherche toujours des manières d'expliquer et ma question c'est, est-ce que vous êtes au courant de quelques littératures scientifiques qui démontrent l'impact des émotions dans le sens que vous avez expliqué sur la biologie? Euh, voilà, ça c'est ma question. ¿Te doy una respuesta en español o en Ah, francés? pero Como tú buenísimo. quieras, dime. Non, non, mais pour tout le monde, pour tout le monde. Je comprends. Merci. Euh, alors moi, mon domaine, c'est pas mon domaine n'est pas la médecine occidentale, donc je, je peux te suggérer où aller chercher, mais moi, ma partie est plus la partie chinoise. Par contre, je pense que si tu peux trouver des choses, c'est dans le fameux site internet PubMed, qui Oui, est là oui. où il y a toutes les publications médicales, etc. Il suffit, je pense, de mettre deux ou trois bons mots-clés, tu vas avoir une infinité de recherches, quoi. Euh, Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a bien sûr une petite évolution, mais on résiste encore beaucoup dans le monde scientifique à prendre en compte la notion d'esprit, des émotions, etc. Ça évolue bien évidemment et heureusement, mais on n'est pas encore au bout, hein. Il y a encore beaucoup de résistance. On est vraiment ancré à cette notion de il faut de la chimie, il faut de la chimie, il faut de la chimie absolument pour traiter quel que soit le problème, alors on pourrait faire plein de choses sans la chimie. Je ne parle pas forcément en cancérologie, mais je parle de manière générale. Donc, va voir sur PubMed, je pense que tu pourras trouver plein de belles choses. Vale? En fait, gracias. Non, en fait, je cherche tout le temps, parce que quand je donne des conférences et tout, j'essaye d'actualiser la littérature, mais c'est très difficile. Bon, j'explique beaucoup à partir de la psychoneuroimmunologie, qui explique l'émotionnel sur le système immune et là, comment est-ce qu'on ça affecte les micro-ambientes tumorales, donc il y a beaucoup de ça. Mais les émotions per se, il n'y a pas tellement de... Il y a maintenant quelques études qui montrent les tensions dans les tissus qui peut, seulement la tension, sans des carcinogènes, il peut induire de cellules cancéreuses. Donc, voilà, je cherche toujours des manières d'expliquer, mais moi, je crois dans tout ce que vous avez dit, ça fait beaucoup de sens sur la maladie et comment ça s'est fait. Merci. Muchísimas gracias. Gracias. D'autres Avez-vous, questions? avez-vous d'autres questions? S'il n'y a pas une autre question, moi j'ai une question. On utilise beaucoup l'acupuncture en oncologie. En effet, il y a beaucoup d'études aux États-Unis sur l'acupuncture et ses effets pour accompagner la chimio et tout. J'étais un peu étonnée que vous n'aviez pas trop parlé de ça. Et moi, je l'utilise. Bon, voilà. Avec les patients, je vois qu'il y a beaucoup de bénéfices aussi. Oui, bien sûr que c'est énormément utilisé en Chine, aux États-Unis, et enfin, beaucoup de praticiens enfin, d'acupuncteurs en Europe hein, l'utilisent aussi, hein. Et bien sûr que c'est très intéressant, quoi. Oui, c'est vrai que je n'ai pas développé ça spécialement parce que l'objectif n'était pas de parler de la thérapeutique de la médecine chinoise, hein. Mm. C'était pas trop l'objectif, mais oui, bien sûr que l'acupuncture est très utilisée. Et ce qu'il y a de plus utilisé en Chine, c'est pas l'acupuncture, c'est les plantes médicinales, quoi. Mhm, mhm. De très loin, Merci. il y a, on va dire, tu as 70% des traitements, c'est des plantes, 30% maximum, c'est l'acupuncture. Pour la Mm, gestion des troubles, comment dire, des malades touchés par le cancer. mhm, Il faut mhm. savoir, il faut prendre conscience, c'est que en dehors de l'Asie, c'est l'acupuncture qui s'est développée en premier et qui est le fer de lance, je dirais, de la médecine chinoise, ou plutôt comment dire, la vitrine de la médecine chinoise. Mais en Mm, Chine, mm. ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été de l'acupuncture. Le plus représent... ce qui a le plus la cote, ça a toujours été les plantes. C'est la phytothérapie chinoise. Zhongyao, Ok. Fangqi.
Donc, Mm. il faut être conscient de ça. Donc, on a encore plus d'expérience sur les plantes que sur l'acupuncture pour les maladies en général et également pour la cancérologie. Et là, si tu veux des recherches là-dessus, sur PubMed, c'est des Ah oui, dizaines oui, de oui. milliers, hein. Oui, oui. Dizaines de milliers, hein. Mhm. Merci. Euh, Corinne, vous avez une question à poser à Philippe? Si vous voulez bien activer votre micro. Là, vous m'entendez? Oui, parfait. On vous Bonsoir. entend. Oui. Bon, je m'appelle Corinne et en fait, moi, je suis une patiente atteinte d'un cancer il y a 4 ans. J'ai pratiqué, j'ai eu la médecine conventionnelle, bien sûr, et la chimio, les rayons, et là, je suis sous hormonaux. J'ai pratiqué du Qigong, mais ma question, c'était où on peut trouver du Qigong, où on peut pratiquer du Qigong médical, comme vous dites. Christophe, ça, je pense que c'est toi qui peux répondre à ça. Bah, écoutez, venez nous voir, hein. Nous, Oui, notre fonction, elle est là, hein. Elle est de justement de mettre en liaison, de mettre en lien les patients avec des professionnels du Qigong qui ont été formés au Gulin Qigong. Venez, écrivez-nous, allez sur le site de Réseau Gauline France et nous avons un lien, une carte interactive qui recense les praticiens qui sont formés et qui pourront vous accompagner. Et puis après, ben, nous avons également, nous proposons des stages exclusivement réservés aux patients atteints de cancer régulièrement et pour leur apprendre les fondements du Golin Qigong et leur permettre d'être autonomes pour commencer à pratiquer. d'accord. Ok. Vous avez, je crois, le lien, notre email, et puis bon, Ouais, j'ai eu les dates de stage, hein. Je les ai eues. d'accord, Merci. avec plaisir. Il y avait une question dans le chat Oui, tu veux bien la lire? de Dominique Rouard qui dit: Bonjour Philippe, peux-tu nous donner des livres en français qui tiennent la route pour suivi en oncologie par la MTC, diététique, Twina, acupuncture, pharmacopée? Et s'il n'y en a pas, quand vas-tu nous en écrire un? Alors, en français, je crois, enfin, je peux me tromper, mais je crois pas qu'il existe d'ouvrages sur ce sujet en français. En anglais, il y a quelques ouvrages, mais c'est des livres qui sont traduits de livres de chinois et souvent c'est des gros trucs, c'est indigeste, souvent indigeste. Donc, je ne saurais pas quoi recommander. C'est pas facile encore, hein, l'apprentissage de la médecine chinoise, parce qu'on n'a pas tous les outils et moi je peux pas tout faire et bon, il y a d'autres personnes hein, qui font, mais très franchement, je ne saurais pas quoi vous proposer. Mes références sont chinoises. J'ai toujours appris ce que je sais, par quelques exceptions, d'ouvrages en chinois, de professeurs chinois, donc j'ai moins de repères en langue française et anglaise. Mais je sais qu'en anglais, il y a des choses. Mais le peu que j'ai vu, c'est pâteux, quoi. C'est indigeste. Faut s'accrocher, quoi. Il n'y a pas de méthodologie, et c'est ça le problème, quoi. C'est beaucoup des choses qui sont des recettes, quoi. Bon, bref, peu importe. Mais essayez en langue anglaise, il y a des choses. Quand est-ce que je vais écrire un bouquin là-dessus? Je pense pas que je vais écrire de livre là-dessus, parce que j'en ai déjà trop écrit. Donc je laisse la place aux autres. Voilà, désolé. Merci. Y a-t-il une dernière question pour la route? Si c'est le cas, allez-y. Et sinon, une autre question dans le chat. Je te laisse la lire, Stéphanie. Oui, alors, bonsoir et merci tout d'abord pour cette conférence. J'ai une question au niveau de la pratique du Qigong en cas de maladie active ou de récidive. Quel est le temps recommandé au quotidien et s'il n'est pas possible d'être en extérieur, est-ce que chez soi, fenêtre ouverte, suffit-il? Merci. Bon, ça c'est pour Christophe, hein. C'est le spécialiste ici, hein. Euh,
Alors, si je comprends bien, la question est en lien avec le Qigong en général ou avec le Gulin Qigong en particulier? Parce que moi, le Qigong en général, je m'en occupe pas. La seule chose que je sais faire, c'est le Gulin Qigong. Donc, si on parle de Gulin Qigong, c'est un peu effrayant à première vue, parce qu'effectivement, Madame Goline, en fait, les Chinois euh, ont plutôt tendance à pratiquer à l'excès que pas assez. Donc, on met en garde contre une pratique excessive en Chine. En France, on met en garde contre une pratique insuffisante, en fait, hein. Donc, Madame Goline, elle préconisait quand même une pratique quotidienne à minima, hein, de 1 à 3 heures. Je sais que ça peut paraître absolument ingérable pour nous. Alors oui, effectivement, nous devons nous adapter à ça, hein. Nous sommes des Occidentaux. Notre système de pensée n'est pas tout à fait le même, mais à minima 1 heure. Et oui, dans le système du Golin Qigong, Madame Golin a pensé à tout. Et effectivement, dans les cas où il y a soit du mauvais temps, soit une extrême pollution atmosphérique, elle a prévu des exercices qui se pratiquent exclusivement en intérieur. C'est ce que nous enseignons, que ce soit aux professionnels du Qigong et aux patients eux-mêmes. Vous devez savoir, c'est que Christophe est vraiment un vrai grand professionnel, que ce soit en médecine chinoise ou dans sa spécialité, le Koulin Qigong. Donc, si vous avez vraiment quelqu'un à qui vous devez poser des questions sur ces sujets-là, c'est vraiment à lui, quoi. Et vous avez de la chance d'avoir des gens qui ont fait cet effort d'aller en Chine, de travailler. C'est pas facile, hein, d'aller étudier en Chine, de faire cet effort avec la langue, etc. Et lui, il a fait cet effort-là, donc c'est beaucoup de chance. Donc, sollicitez-le. Même s'il a beaucoup de travail, sollicitez-le quand même. Voilà. Bien, écoutez, s'il est 21h45, je pense que on a passé un moment exceptionnel où on n'a pas l'occasion vraiment, hein, d'aborder ces sujets en ligne aujourd'hui. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent autour de la convergence, en fait, hein, de la cancérologie et de la médecine chinoise. Donc, un immense merci, Philippe, pour ta prestation, ta disponibilité, hein. On sait bien qu'on est tous très occupés, mais merci infiniment à tous d'avoir assisté à cette soirée. Merci à tout le monde, à Philippe pour ses éclairages. Un immense merci également à ceux qui m'entourent, hein, au sein de Réseau Gauline France pour pouvoir justement et accueillir les patients et former des praticiens et pouvoir accueillir, hein, des professionnels de renom comme Philippe qui appuie énormément notre travail. Merci beaucoup à toutes et à tous. À très bientôt pour une prochaine conférence. Merci. Cette année, ça sera la dernière. On se retrouvera à partir de la rentrée. Une dernière chose, la conférence sera en ligne à partir de là, d'ici un jour ou deux, le temps de la mettre en ligne. Elle sera également disponible, hein, probablement sur les réseaux de Philippe, hein. Donc, n'hésitez pas à la partager et à faire savoir que la médecine chinoise, le Qigong et la cancérologie, c'est du sérieux. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Merci beaucoup.